Je suis Christophe Rodriguez, je dirige l'IFEB et je ne sais pas brancher une pieuvre sur un ordinateur. Donc, de façon très brève, juste, je voulais vous raconter une histoire très rapide. On anime des concours de sobriété énergétique depuis plus de 10 ans à présent. Les concours Cube, peut-être certains d'entre vous les connaissent. Et il n'y a pas une année où on a eu des candidats qui nous disaient c'est pas juste, je fais moins d'économies que les autres parce que j'ai eu un plan d'action spécifique sur la qualité d'air intérieur. Et donc, forcément, je suis pénalisé, je vais plus consommer que tout le monde. Comment est-ce que vous pourriez répondre à cet enjeu? Donc, il y a 2 ans et demi, même un peu plus, j'ai regardé les premiers échanges avec le CEREMA. Été 2019. Oh là là, ça ne nous rajeunit pas tout ça. On s'est mis autour de la table avec les équipes du CEREMA, on s'est gratté les têtes, on s'est dit finalement comment on pourrait répondre à cette problématique. Très vite, on s'est dit qu'on pourrait essayer de gamifier, d'amener un côté un peu ludique parce qu'on aime bien faire des jeux, animer des jeux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un sujet anxiogène. Les gens nous disaient, bah oui, mais si je mesure et que ça ne va pas, comment je vais me sortir de cette panade? Et donc, finalement, le format ludique n'était pas approprié. Donc, on a reconfiguré le programme et on a eu la chance de trouver un collectif d'acteurs, privés, publics, que vous allez découvrir aujourd'hui, qui ont eu l'audace de se dire, bah, nous, on va mesurer. On va mesurer nos consommations d'énergie, on va mesurer notre qualité d'air intérieur et on verra ce qui est possible de faire. Et donc, on les salue, on les remercie parce qu'ils l'ont fait avec beaucoup d'humilité et aussi du courage, parce que comme on se le disait, la qualité d'air intérieur, parfois, ça peut générer un peu d'anxiété. Rien n'aurait été possible, évidemment, sans nos soutiens. Et donc, je salue nos amis de l'ADEME et le ministère, la DGPR, qui est avec nous aujourd'hui. Chacun aura l'occasion de se présenter et qui ont cru au programme, qui nous ont accompagnés et qui sont même venus dans le programme. Et ça, c'est un teasing, on en reparlera tout à l'heure, je vois que Swad est avec nous. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous partager 1 an et demi, 2 ans de travail avec de la mesure, du concret. Et on a tenté de prendre du recul sur les enseignements et de se poser la question, est-ce qu'on pourrait généraliser des bonnes pratiques, faire évoluer le cadre, les habitudes? C'est ce qu'on va vous révéler ce matin. Merci d'être avec nous. Je donne la parole à Jean-Benoît qui va présenter la suite. Merci Christophe. Écoutez, je vous propose qu'on avance avec le déroulé, un déroulé riche, on a 2 heures ensemble. Je vous propose en premier temps de faire un clin d'œil à l'actualité, que ce soit réglementaire, les sujets également énergie, et puis de vous présenter cette communauté d'acteurs, ce qu'on a pu résoudre dans le cadre de ce label énergie avec Cécile du CEREMA. On embrayera avec effectivement les enseignements qu'on a pu avoir suite à ces 2 années de travail avec les partenaires dont Christophe a parlé. Et puis on finira avec le plus important, peut-être les témoignages d'interlocuteurs qui peuvent être autour de la table ici ou à distance. Donc voilà, ce sera des témoignages assez riches avant d'embrayer sur les recommandations. Je vous propose de commencer avec du coup Valérian Grimpin, qui est effectivement chargé de mission en qualité d'air intérieur à la DGPR. Valérian, à toi l'honneur. Je te laisse parler de cette actualité réglementaire au niveau de la QMI. Merci beaucoup. Effectivement, donc Valérian Grimpin, chargé de mission qualité de l'air intérieur au sein du ministère de la Transition écologique, Direction générale de la prévention des risques. Aujourd'hui, l'air intérieur est un sujet d'importance parce que on passe quand même 85% de notre temps dans des espaces clos et que dans ces espaces clos, on a constaté qu'il pouvait y avoir de nombreux polluants qui pouvaient avoir des impacts sur la santé. Pathologie du système respiratoire, maux de tête, fatigue, irritation des yeux, nausées, etc. En 2024, Santé publique France a publié une étude en estimant donc dans les écoles françaises qu'environ 30 000 cas d'asthme pourraient être évitables chaque année par une réduction des expositions au formaldéhyde, donc qui est un polluant de l'air intérieur. Ok, vous avez besoin de quelque chose? Près de 12 000 cas de SIDA peuvent être éradiqués. On peut essayer de voir. Dans le cas, je peux aller voir? Ouais, je peux vous montrer, ouais. Concernant la présence des nausées. Et donc, tout cela fait que la
Voilà, c'est bon. C'est bon. Je suis de retour. On est de retour. Donc, je disais donc que le 4e plan national de santé environnement prévoit donc plusieurs actions en faveur de la qualité de l'air intérieur et de l'amélioration de l'air intérieur, et notamment concernant la problématique de l'aération et de la ventilation. Pourquoi est-ce que c'est important justement ces pratiques d'aération et de ventilation? Ce que je vais dire, ça se base sur plusieurs avis récents. Donc, depuis le Covid notamment, il y a une littérature assez riche sur les pratiques d'aération et de ventilation et l'importance de ces pratiques, avec donc des avis du Haut Conseil, dont je crois savoir que certains membres sont en ligne, Santé publique France ou l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, devenu l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs. Et donc, ces travaux démontrent l'impact de la ventilation et de l'aération sur la transmission de maladies respiratoires et sur l'évacuation de polluants et d'humidité. Donc, l'importance de mettre en place ces pratiques. Et en lien avec ça, dire que, et on en reparlera, que la mesure de la concentration en CO2 qui est émise donc par la respiration humaine, c'est un marqueur du taux de renouvellement de l'air. Donc, concernant l'aération et la ventilation, donc, ce qui a été mis en place à travers la réglementation, c'est justement d'améliorer les pratiques. Pour améliorer les pratiques, donc en mettant en place des actions simples qui seront détaillées tout au long du webinaire aujourd'hui. Et pour mettre en place ces actions simples, il est demandé par la réglementation donc de mettre en place des actions de surveillance des ouvrants, de vérifier leur bon fonctionnement, leur état de propreté, etc. Et de mener dans un but pédagogique des mesures de CO2 pour justement évaluer le taux de renouvellement de l'air et sensibiliser les occupants à ces pratiques d'aération et de ventilation. Donc la réglementation dont je vous parle concerne les établissements recevant du public, mais ça ne présage pas, bien sûr, la mise en place de ces pratiques dans d'autres établissements. Donc, concernant la ventilation, il y a d'autres réglementations qu'on peut rapidement citer. C'est la suivante. Donc, et qui sont les suivantes. Donc, le code de la construction et de l'habitation, avec qui mentionne la qualité de l'air intérieur, le code du travail et le règlement sanitaire départemental type et les règlements sanitaires départementaux, donc adaptés, et qui oblige donc l'employeur à des obligations en termes de QAI et de renouvellement d'air avec des débits minimaux. Et on peut aussi mentionner la réglementation environnementale des bâtiments, donc la RE 2020, qui rend obligatoire la vérification des systèmes de ventilation dans les bâtiments d'habitation neufs. Donc là, on n'est plus dans les établissements recevant du public, mais on est sur les bâtiments d'habitation. D'autres volonté de la réglementation, c'est d'améliorer les pratiques à la fois d'aération et en général, donc à travers une campagne de polluants. Donc plusieurs polluants sont mesurés, donc en fonction des travaux qui sont effectués, puisque l'idée est d'effectuer une campagne de mesure après travaux et de vérifier donc si les travaux ont eu un impact ou non sur la qualité de l'air intérieur en vue de mettre par la suite des actions correctives. Une autre action de la réglementation, donc c'est, diapo suivante, la réalisation d'un autodiagnostic tous les 4 ans. Donc c'est réfléchir collectivement donc, au sein de l'établissement avec toutes les personnes qui peuvent être impliquées, donc les services techniques, les occupants, etc., sur les pratiques, justement, se focaliser sur les pratiques. Donc, c'est un autodiagnostic qui est fait donc, de grilles qu'on peut retrouver donc, en ligne sur le site du CEREMA ou sur le site du ministère de l'Environnement ou de la Santé.
et qui donc permet de faire un point sur quelles sont nos pratiques, nos bonnes pratiques en termes de qualité de l'air intérieur, afin d'avoir une amélioration continue de cette qualité de l'air intérieur, sachant que l'idée étant donc d'aboutir à l'élaboration d'un plan d'action. Dont on détaillera un petit peu tout à l'heure quelques actions concrètes qui peuvent être mises en place pour favoriser cette qualité de l'air intérieur. Donc voilà pour la réglementation existante, et donc je laisse la parole à Jean-Benoît pour détailler un petit peu tout ce qui concerne la réglementation en termes de ventilation. Merci Valérian, et puis je me permets du clin d'œil puisque tu as parlé du Haut Conseil pour la santé publique avec les derniers avis très récents, et je crois qu'en ligne effectivement Fabien Schinazzi est présent, donc je me permets de lui faire un petit clin d'œil qui permet d'adresser aussi la suite sur l'énergie. Alors je vous propose de vous donner la lecture de ce qui nous arrive de l'Europe, avec la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Cette réglementation a été votée assez dernièrement, le 3 avril 2024, et qui vient distiller, dans cette directive qui concerne l'énergie, la performance énergétique des bâtiments, qui vient distiller une première définition de la qualité des environnements intérieurs, dont la QAI, la qualité d'air intérieur, fait partie, mais pas que. On parle de température, de confort thermique, d'humidité relative, mais c'est effectivement une des premières fois qu'un texte embarque au niveau de l'énergie ces thématiques, avec du coup un deuxième point assez important qui nécessite d'aller équiper les systèmes de pilotage et d'automatisation de contrôle des bâtiments, avec une surveillance de la QAI, pardon. Donc, cette directive européenne sera transposée par la France, comme les autres pays. Donc, il y a une transposition nationale qui est à venir, et c'est important d'anticiper ces sujets-là. Ça, c'était sur l'Europe. En France, quand je reviens sur cette réglementation côté énergie, Valérien en a parlé, la RE2020 sur la construction neuve qui embarque les thématiques énergie, carbone, confort d'été, avec un sujet sur la vérification du débit aux bouches lié, grâce au protocole Premier Vent, mais qui est adapté au secteur résidentiel seulement. Mais c'est le lien avec cette obligation de résultat qu'on peut avoir liée au débit des bouches. Voilà pour la RE2020. Et puis, l'autre grande réglementation, ça concerne le dispositif éco-énergie tertiaire, le décret tertiaire, qui, lui, adresse l'ensemble du parc tertiaire existant avec différents textes, décrets, arrêtés, et qui donne un cap énergétique pour le secteur du bâtiment tertiaire à l'horizon 2030-2040. Où, dans ce texte-là, il n'y a pas d'exigence sur la ventilation ou la qualité d'air intérieur. C'est vraiment un texte ciblé sur l'énergie que vous connaissez sans aucun doute. En synthèse, ce qu'on peut retenir, c'est que d'un côté, vous avez donc une réglementation sur la ventilation avec des débits pour le neuf, avec des débits qui est plutôt sur un ADN obligation de moyens, excepté pour les ERP où on va plus loin, où il y a une obligation de mesure, de résultats. On fait des campagnes de mesure, comme l'a dit Valérian, pour embarquer différentes actions derrière. Sur l'énergie, on parle d'une réglementation qui est millésimée sur le parc tertiaire existant et qui donne ce cap avec déjà une notion d'obligation de résultat. Donc voilà, on oscille entre de l'obligation de moyens, de résultats, entre la QAI, l'énergie, qui permet d'avancer au niveau du secteur du bâtiment. Écoutez, je vous propose, je pense que tout le monde nous entend très bien, de basculer sur le deuxième point. Alors, vous avez entendu parler effectivement de cette collaboration du CEREMA et de l'IFPEP pour adresser le hub, le CEREMA sur le volet qualité d'air intérieur avec toute son expertise, avec Cécile Caudron, et l'IFPEP côté énergie et sur le pilotage du hub. Je me permets de vous en donner un peu plus sur ce hub, sur cette communauté d'acteurs. Et Christophe en a parlé au début, sur cette genèse.
mais très rapidement, on avait effectivement quelques signaux de partenaires qui se posaient ces questions de comment arriver à faire dialoguer qualité d'air intérieur et efficacité énergétique. Alors, sans être des préjugés, qui se posaient ces questions-là, mais ça nous apparaît difficile de concilier les deux. Est-ce que les débits réglementaires suffisent? Est-ce qu'on doit prioriser ventilation ou aération? Enfin bref, ce sont toutes ces questions que nos partenaires se posaient, qui très souvent aussi pouvaient être un frein pour le passage à l'action, puisque on n'avait pas toujours dans les partenaires, et puis lorsqu'on est venu enrichir le hub de nouveaux partenaires, quand on échangeait avec eux commercialement, on sentait que parfois l'absence de repères, de vision sur le résultat, il était très difficile de comprendre l'état des lieux sanitaires et que c'était souvent très anxiogène et que certains effectivement n'ont pas embarqué. Donc je resalue effectivement nos partenaires qui ont pu venir, que ce soit sur le volet public ou le volet privé, qui se sont lancés dans cette trajectoire d'avoir de la mesure pour pouvoir avancer sur nos sujets. Et donc, au global, on a 12 mètres d'ouvrage sur une quinzaine de sites monitorés. Donc, vous le voyez sur la gauche, des mètres d'ouvrage publics. Alors, ça concerne des écoles, des collèges, des lycées, avec ce panel de collectivités. Donc, une nouvelle fois, merci à vous. Et puis, côté tertiaire privé, peut-être, on a des mètres d'ouvrage qui concernent des bâtiments de bureaux. On a nous, concernant les galeries marchandes, on a aussi des constructeurs qui ont voulu tester un petit peu sur le terrain ces pratiques-là, et l'ADEME en teasing qui effectivement a été financeur d'un côté et qui a décidé d'embarquer sur l'autre côté avec nous dans le cadre de ce hub avec un bâtiment très intéressant. Donc vous le voyez, un vrai sujet d'actualité, des trajectoires énergétiques, un sujet d'actualité sur la QAI post-Covid, où les points de cristallisation étaient autour de la QAI. Le sujet encore plus actuel qui a été le plan de sobriété de l'hiver 1, 2022-2023, et puis qui a été renouvelé 2023-2024, pour faire perdurer une sobriété structurelle. C'est un vrai momentum pour le plan de sobriété. Et le hub et les données qu'on a pu avoir s'est inscrit dans ce momentum-là aussi du plan de sobriété, dont vous avez sans aucun doute en tête l'une des mesures phares qui est le 19 degrés. Avec ce 19 degrés, clairement, on a cette mesure qui est compréhensible par tous les acteurs, quelle que soit la chaîne de valeur, mais qui derrière révèle, pour aller viser ce 19 degrés, plein d'actions. Donc une mesure simple, mais qui nécessite des actions derrière sur les réglages notamment, mais d'embarquer aussi les occupants. C'est vraiment cette mesure qui a pu permettre d'ouvrir le dialogue avec les occupants, de faire comprendre aussi tous ces enjeux de sobriété énergétique et les embarquer. Bref, une fenêtre de dialogue entre l'humain et l'exploitation technique. Et clairement, on s'est posé cette question assez rapidement avec les partenaires, avec le CEREMA, de quelle pouvait être cette mesure phare pour la qualité d'air intérieur. Voilà un petit peu les éléments fondamentaux qui nous ont drivé dans le cadre de ce hub pendant plus de 2 ans. Cécile, je te laisse la parole pour montrer un peu plus le programme de travail. Oui, bien sûr, merci Jean-Benoît. Donc voilà comment est-ce qu'on a construit en fait ce projet. Donc comme le disait Jean-Benoît, quelque part on a un peu d'avance sur le volet énergétique, donc 40 ans d'expérience sur le volet énergie, mais il a fallu apprendre de manière accélérée sur la qualité de l'air intérieur. C'est quand même un sujet dont on parle depuis le début des années 2000 en France. Néanmoins, gros coup de projecteur pendant la crise Covid et donc forcément un grand coup d'accélération sur ce sujet en 2020. Donc le projet a été construit de la manière suivante, donc avec 4 objectifs macro principaux, à savoir le premier de comprendre les enjeux, comprendre quels sont les leviers d'action, les leviers de progrès sur les 2 sujets que sont la qualité de l'air intérieur et l'énergie, parce qu'on ne veut plus les opposer, il ne faut plus les opposer, et quelles sont les bonnes pratiques finalement que l'on peut reprendre en fait de la crise sanitaire pour en trouver des points positifs
cette fameuse crise. Il faut essayer pour rester toujours positif. Analyser par la mesure en continu à la fois la performance énergétique et la qualité de l'air intérieur. Donc, c'était l'objectif de ces 12 mois de suivi de quelques paramètres clés qui sont exposés sur le côté de cette slide et sur lesquels nous reviendrons après. La mise en action ensuite, la mise en œuvre d'actions concrètes par les participants suite à cette analyse et puis mesurer dans le temps en fait les progrès qui peuvent être faits sur les deux sujets que sont la qualité de l'air intérieur et l'énergie. Et bien sûr, le quatrième pilier, et non le moindre, l'échange, le partage des expériences et la communication. Alors, soit en bilatéral côté équipe projet et participants, soit via le biais de comités techniques pour essayer de comprendre ce qui bloquait les uns, ce qui pouvait aider les autres, etc. Donc, ces 4 piliers nous ont permis d'avancer sur le hub. Et je reviens quelques secondes sur le volet analyse, quelque part qui était assez structurant sur ce projet, puisque certes, il y avait de l'analyse et du suivi en continu de mesures, mais il y avait aussi un point d'étape qui a été marquant pour chaque structure, c'était le diagnostic participatif. Et en fait, ça fait le lien avec le pilier de l'échange, puisque lors de chaque structure, chaque site, on a voulu ce diagnostic initial qualité de l'air intérieur, énergie, avec l'ensemble de la chaîne d'acteurs, le maximum de participants. Ça nous a permis en fait de lancer quelque part la dynamique et d'échanger à la fois avec quelque part le maître d'ouvrage, celui qui s'était engagé dans la démarche, mais aussi tous les autres acteurs qui pouvaient agir en fait sur le site, jusqu'à des représentants en fait des occupants, que ce soit côté tertiaire ou côté établissement scolaire. Et ce jalon a été extrêmement marquant et important, et c'est ce qui ensuite nous a permis aussi de proposer un plan d'action. Voilà. Merci. Je te repasse la main, je crois. Je remets la caméra. Merci Cécile. Écoutez, ça nous permet de basculer sur, je pense que ça fonctionne, vous le voyez en ligne, parfait. Avec un timing parfait aussi, donc tout va bien. Oui, clairement, cette section-là, cette partie va vous permettre de vous projeter avec les enseignements qu'on a pu découvrir dans le cadre du hub, qui ont été révélés aussi avec les partenaires. On l'a souhaité en un premier gros bloc, c'est que signifie vraiment maîtriser sa qualité d'air intérieur, et puis comment est-ce qu'on peut maîtriser, faire dialoguer QAI et économie d'énergie. Cécile, je te laisse du coup la parole pour le premier point. Tout à fait. Donc, sur quelques slides, je vous propose de faire une synthèse du volet qualité de l'air intérieur et donc des résultats du hub Air Énergie, et vous aurez des détails un peu plus précis sur quelques exemples des témoignages qui viendront par la suite. Donc, première étape, on l'a évoqué ensemble, Jean-Benoît l'a évoqué, quels sont nos objectifs finalement sur la qualité de l'air intérieur, et c'est vrai que quel est le 19 degrés finalement de la qualité de l'air intérieur. In fine, il n'y a pas une réponse qui est simple, qui peut être donnée, et il faut faire des choix. Intérieur, on va parler polluants, polluants physiques, polluants chimiques, polluants biologiques. Donc, il faut commencer par faire des choix. Donc, le premier choix a été de ne pas forcément suivre l'ensemble des paramètres, puisque ce n'était pas entendable ni faisable et surtout ni diffusable à très large échelle. Et donc, on a fait un choix fort initial qui était de proposer 3 composés qu'on va appeler composés parapluies dans le hub, qui sont en fait le dioxyde de carbone pour représenter l'occupation, les composés organiques volatiles totaux pour la pollution chimique, donc plutôt issue de l'intérieur, pas majoritairement, et puis les particules fines, et en particulier les PM2,5, qui vont nous permettre d'avoir une tendance de la pollution d'air extérieur qui peut entrer dans l'intérieur du bâtiment. Alors, ce sont des choix dont on peut discuter, mais qui nous permettent tout de même d'avoir une bonne représentation de ce qui se passe dans le bâtiment et des bonnes tendances. Alors, on a commencé par se projeter et à proposer collectivement des valeurs. Voilà, des valeurs repères, des seuils, alors qui sont basés sur la littérature,
inclure évidemment à la fois donc, les valeurs guides de l'air intérieur française ou internationale, donc OMS, ANSES, au Conseil à la santé publique, pour se dire bon, voilà, quelles sont les concentrations donc de très bonne QAI, de bonne qualité de l'air intérieur sur du long terme, des concentrations provisoirement tolérables sur du plus court terme, et puis les valeurs limites qu'on ne veut pas dépasser ou le moins souvent possible. Voilà, ce schéma synthétise un petit peu tout ça. Et puis ensuite, ben, voilà, on a fait ce suivi. On peut, si tu veux bien passer à la slide suivante, pour avoir des résultats sur notre parc. Et donc, finalement, ce qu'on se dit avec ces composés dits parapluies, c'est que voilà, essayer de les respecter sur du long terme, ça nous permet quand même de présager d'une bonne qualité de l'air intérieur général et donc quelque part de faciliter le passage à l'action, d'essayer de simplifier en fait, le problème. Évidemment, il peut toujours y avoir des exceptions, je suis bien d'accord avec cela, mais de simplifier le message permet en fait aussi de rassurer et de donner des objectifs qui sont atteignables et d'avancer collectivement. Donc de se fixer ces valeurs sur du long terme. Si on en vient aux résultats, alors voilà une macro-synthèse, on va dire, des résultats obtenus à la fois sur les établissements scolaires, donc qui vont être les premières lignes, et sur le tertiaire. Alors, on a des résultats qui sont très différents sur le parc tertiaire et sur le parc établissement scolaire, mais c'est finalement assez logique. On a une occupation qui est très différente par rapport au volume des différentes salles. Donc, bien sûr que, par exemple, on a un taux de CO2 moyen qui est beaucoup plus important dans les établissements scolaires que dans le tertiaire. Ce que l'on peut déduire, en fait, de ces résultats généraux et de ce code couleur. Alors, en gros, en vert, c'est quand tout va bien, en moyenne, sur le long terme, on est en dessous des seuils de bonne QAI sur les trois composés parapluies. Si on est dans le orange, c'est qu'on a au moins un composé qui dépasse. Et si on est dans le rouge, c'est qu'on a dépassé la valeur haute. Donc, avec ces notions de valeur basse, valeur haute. Donc, on a 36% des sites qui respectent les seuils de bonne QAI en moyenne sur l'année de suivi. 57% qui ont une QAI, alors que moi, je vais qualifier de moyenne. Alors, bien sûr, pareil, on peut en discuter, mais c'est mon rôle d'être un petit peu sévère. C'est de dire, voilà, sur au moins un composé, il y a un dépassement de cette valeur basse, de cette valeur seuil basse. Et un site avec une QAI que l'on pourrait considérer comme mauvaise, puisqu'il y a au moins un seuil haut qui est dépassé, et en l'occurrence, c'était sur le dioxyde de carbone, donc avec une occupation, un taux de renouvellement d'air qui n'était pas adéquat par rapport à l'occupation. Alors, bien sûr qu'on a de meilleurs résultats avec les centrales de traitement d'air, les sites occupés de CTA fonctionnels, et ce mot de fonctionnel est volontairement souligné parce que ça change tout, que sur les sites équipés, en fait, pas équipés, donc avec aération seule. On verra par la suite que les résultats avec les composés organiques volatiles sont très différents et donc peuvent être assez disparates, et que quoi qu'il arrive, la recherche de réduction et de suppression des sources de pollution reste indispensable, et c'est même finalement le premier levier d'action avant même le renouvellement d'air. Les deux sont à associer absolument, et ni l'un ni l'autre ne doivent être négligés. En revanche, l'aération a ce gros avantage qu'elle permet de limiter, de lisser les pics de pollution. Donc, il n'est pas à négliger non plus. Si on en vient sur les résultats, donc sur un panel des différents sites, donc sur le panel du hub, des concentrations en dioxyde de carbone. Alors là, on a pris un exemple sur une semaine en hiver pour avoir des résultats qui soient facile à montrer, en fonction donc des débits réels constatés. Vous avez en abscisse la concentration en CO2. Juste pour le code couleur, donc en violet, vous avez les établissements scolaires équipés de double flux. En rose, les établissements scolaires sans ventilation mécanique, donc aération seule. Et en bleu, bâtiments tertiaires avec double flux. Voilà. Bon, eh bien, ce qu'on peut en déduire, c'est que je le disais avant, donc résultats très disparates sur les sites non équipés de systèmes de ventilation. En fait, l'aération renforcée est indispensable pour avoir des seuils de qualité de l'air intérieur acceptables. Autre résultat intéressant, c'est qu'on a des résultats finalement assez similaires entre sites sans équipement de ventilation et ceux équipés d'un système de ventilation mais qui est défaillant dans tout ou partie ou mal réglé. Donc, avoir un système de ventilation, c'est super. En revanche, s'il n'est pas suivi dans le temps, si on n'est pas certain de son bon fonctionnement, on peut avoir des contre-performances et même laisser un sentiment de protection qui est faussé. Donc, attention à toujours bien maintenir son système de ventilation, c'est indispensable.
Des résultats très différents, on l'évoquait, entre bâtiments scolaires et tertiaires sur le panel. Et en fait, j'aurais presque dû inverser avec le dernier point, c'est que l'équilibrage du système de ventilation est indispensable pour avoir un bon fonctionnement partout, puisqu'en fait, sur un même site, on pouvait constater des résultats assez disparates d'une salle à l'autre, puisque, on en reviendra sur les conclusions, avoir le débit au bon endroit au bon moment reste également essentiel. Sur les PM2.5, cette fois, toujours sur le même principe, une semaine en hiver, en fonction donc, des débits réels constatés sur site, on a finalement, en moyenne, des résultats assez satisfaisants sur l'ensemble du panel. Alors là, ici, on est sur des données moyennées, attention, à l'exception d'un site. Et en réalité, sur ce site-là, ce n'était pas tant lié à la pollution routière, mais vraiment plutôt à une pollution ponctuelle qui était due à des travaux, qui amenaient énormément de poussière. Donc, ça reste évidemment des événements, mais qui sont essentiels à prendre en compte, notamment pour proposer des protocoles d'aération renforcés au bon moment, tenant compte de cette pollution ponctuelle, mais qui peut durer plusieurs mois. La ventilation double flux est un véritable atout indéniable pour bien limiter l'entrée des particules fines. C'est un avantage des sites qui étaient équipés. Malgré tout, sur les sites à proximité de routes très fréquentées, finalement, en fait, la notion de proximité immédiate est vraiment essentielle. On a eu des résultats finalement étonnamment plutôt beau, sur des sites proches d'axes routiers importants, puisque en mettant en place un protocole d'aération renforcé au bon moment, donc en dehors des pics de pollution, et on arrivait vraiment à bien limiter l'entrée en fait des particules fines, malgré cette source de pollution à proximité, puisqu'en fait, dès lors qu'on dépasse quelques centaines de mètres, on a finalement un abaissement assez important de la concentration en particules fines extérieures. Voilà. Donc, aération au bon moment, et apport de débit quand il y a système de ventilation au bon endroit, au bon moment également. Voilà. J'en terminerai avec les composés organiques volatiles, sur lesquels en fait, les retours sont assez disparates. Donc c'est pour ça qu'on termine par celle-là, puisque malgré, sur certains sites, malgré le fait d'avoir cet avantage du système de ventilation, il pouvait y avoir malgré tout des concentrations en composés organiques volatiles assez importants. Et donc j'en reviens à la première recommandation, enfin l'une des premières recommandations qui était de dire que attention, la réduction et ou la suppression de sources reste indispensable et on ne peut pas s'en passer, puisque là en l'occurrence il y avait des sources de composés organiques volatiles qui étaient assez importants dans ces locaux, qui étaient d'ailleurs des locaux assez récents. Voilà. Malgré tout, jusqu'à 50% de baisse de la concentration moyenne en composés organiques volatiles ont pu être constatées, alors au maximum 50% de baisse, avec une aération renforcée, donc ça permettait aussi quand même de limiter ces pics de pollution et donc aussi à terme la moyenne annuelle. Voilà. Voilà pour l'essentiel sur cette slide. On peut passer à la suivante. Merci beaucoup. J'en terminerai sur les résultats généraux avec une dernière slide que je tenais à vous montrer. C'est une comparaison avec et sans système de ventilation, à la fois sur le dioxyde de carbone et les composés organiques volatiles, parce que je la trouve assez parlante. Pareil, sur une semaine en hiver. En vert, les seuils de bonne QI que j'avais présenté au départ. Et vous voyez en fait la courbe, on va dire en couleur foncée, des moyennes en fait. Donc à gauche sur les composés organiques volatiles, à droite sur le CO2, en rouge pour les bâtiments sans système de ventilation, en bleu pour les bâtiments avec système de ventilation, et en fond un peu plus clair les écarts types. Voilà. Et donc ces deux courbes me permettent d'insister sur le fait que les niveaux moyens, mais aussi en pic du dioxyde de carbone, restent évidemment meilleurs dans les écoles avec système de ventilation en hiver, mais que malgré tout, on peut abaisser ces pics avec aération, protocole d'aération renforcée. Voilà, donc meilleure qualité de l'air intérieur sur les sites avec système de ventilation. Merci Cécile. Oui. Je pense que c'est bon. Ouais. Oui, je te rends le micro. À tout à l'heure. Génial, c'est parfait. Écoutez, merci pour ces enseignements. On le voit tout au long de ce webinaire, on fait ces passerelles entre énergie et qualité d'air intérieur.
Et je pense que là, vous avez sous les yeux 3 piliers qui peuvent faire écho à ce que vous connaissez en énergie et qu'on a pu tester avec nos partenaires, avec un premier socle sur la sobriété. Donc cette sobriété, comme l'a dit Cécile, pour bien sûr évacuer, retirer les sources de pollution. Cette sobriété qui permet d'aller diminuer donc les polluants à la source, et puis surtout de commencer à se dire, ça veut dire quoi être bon en qualité d'air intérieur, se fixer des objectifs par la mesure, le monitorer pour lancer cette démarche de passage à l'action. Sous-entendu, c'est clairement le meilleur mètre cube. Le mètre cubeur, c'est quand même la métrique pour se dire qu'il y a du renouvellement d'air pour évacuer les polluants. Un, c'est de se dire on réduit les polluants à leur source. Et deux, ce meilleur mètre cubeur, c'est celui dont on n'a pas besoin. Voilà pour cette sobriété aérolique. Le deuxième pilier assez puissant, assez fort, c'est l'efficacité aérolique. Que ce soit en aération, on peut aérer mieux, à un meilleur moment, plus fréquemment, moins longtemps. À partir du moment où on dispose aussi de l'information de quand est-ce qu'il faut aérer. Donc, on l'a vu avec nos partenaires, on a pu aller dans cette démarche de progrès en embarquant les différentes parties prenantes. Ça nécessite de la mobilisation, bien entendu, avec l'humain, pour pouvoir être acteur de cette qualité d'air intérieur et pouvoir aérer au meilleur moment. Et bien sûr, de l'autre côté, pour les sites qui étaient équipés de ventilation mécanique, c'est pouvoir avoir le bon débit au bon endroit, au bon moment également. Ne pas avoir de surdébit. On le sait, l'époque post-Covid a pu voir des bâtiments tertiaires qui ont conservé des débits nominaux alors même que le taux d'occupation était beaucoup plus faible. Donc, vraiment une efficacité aérolique pour renouveler l'air au meilleur moment et au bon endroit. Ça passe, comme l'a dit aussi Cécile, par ce commissionnement aérolique pour s'assurer qu'on a les bons débits dans les bonnes pièces dès le début, lorsqu'on est en phase de restriction d'une installation, et puis dans la conduite d'exploitation, que de s'assurer que les débits sont maintenus dans le temps. On entend souvent parler dans les gammes de maintenance du changement ou nettoyage des filtres, mais on peut aller effectivement beaucoup plus loin à partir du moment où on s'entend entre le maître d'ouvrage, l'exploitant, pour faire que cette conduite d'exploitation puisse être la plus juste possible pour l'aérolique. On a vu 40 ans pour parler d'énergie, 40 ans d'énergie, beaucoup plus récemment pour la qualité d'air intérieur. Donc toute la chaîne de valeur doit se renforcer, que ce soit de la maîtriseur, de la réalisation, l'exploitation, y compris au niveau des décideurs, pour qu'on puisse avoir le débit au bon endroit. Et puis, bien sûr, en dernier socle, une filtration de l'air avec tout ce que vous avez en tête sur les filtrations liées aux centrales de traitement d'air et aux dynamiques qu'il y a actuellement pour filtrer encore mieux l'air. Ces 3 piliers ont effectivement un impact sur la qualité, sur l'énergie, et clairement, quand on les réalise dans ce sens-là, les impacts sont encore plus forts pour la baisse de la consommation énergétique pour les bâtiments existants. Si on active le levier de sobriété, on a de quoi faire, que ce soit en aération ou en ventilation mécanique, pour maîtriser l'énergie aussi, pour que efficacité aérolique rime avec efficacité énergétique. Et puis la filtration, de toute façon, ça rajoute des pertes de charge. Donc, effectivement, il y a un impact sur la consommation énergétique. Mais voilà pour cette passerelle que vous avez aussi sans doute du coup en tête avec l'énergie, mais ça nous permet de vraiment ce socle de pensée est arrivé un peu en discutant avec les partenaires, en testant des actions, ce qui nous permettait de construire un petit peu ces piliers QAI et de faire le lien avec l'énergie. Voilà pour ces enseignements. Je vous propose qu'on passe à la suite avec les témoignages. Je vous disais que c'était là peut-être le plus passionnant. On a du coup fait intervenir nos partenaires. Donc on parle de la ville de Lille, la ville de Paris, de l'ADEME notamment, pour dérouler un petit peu ce socle de pensée que je viens de vous présenter, avec ce premier pilier qui est la sobriété.
Et je vais du coup rendre la caméra pour Olivier, Olivier Saville, la ville de Lille. Est-ce que Olivier, tu nous entends? Je vois que tu te connectes. Parfait. J'enlève ma caméra. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'Olivier, je vois que ton micro est activé. On t'écoute. On t'entend pas nous, mais peut-être qu'on vous entend. Vas-y, je te laisse. Ok, c'est bon. Là, ça doit être bon. Parfait. Donc Olivier dans un premier temps, et puis ensuite on fera intervenir Cédicia Hamoud de la ville de Paris, qui est responsable du pôle R&D et bâtiments durables, et Swad qui effectivement nous suit depuis le début côté financeur, et de l'autre côté, comme on vous l'a dit, qui est coordonnatrice scientifique technique de la QAI à l'ADEME. Donc trois intervenants. Olivier, je te laisse la parole concernant la ville de Lille. Oui, alors juste pour effectivement expliquer comment on travaille sur cette question, l'état des lieux de la qualité de l'air intérieur dans les établissements scolaires, notamment. Pour répondre à ça, on a développé en fait un projet qui s'appelle le projet scolaire qu'on a développé dès 2014. En fait, l'idée c'était vraiment d'anticiper la réglementation qui était prévue par le Grenelle de l'environnement, de savoir un peu où on allait mettre les pieds, de voir comment les différents services, les partenaires allaient réagir par ça. Et donc sur, on va dire, un petit aspect, parce que je dois faire court, sur la question de l'état initial, eh bien en fait on a systématisé l'état initial de la qualité de l'air dans les établissements, c'est-à-dire qu'on a fait des mesures. À l'époque, la réglementation disait plan d'action ou mesure, on a fait plan d'action et mesure. Le plan d'action c'est scolaire, et on a fait des mesures dans l'ensemble des établissements sur les différents paramètres qui étaient le CO2, le formaldéhyde et le benzène. On a rajouté parfois les oxydes d'azote quand on était en proximité d'infrastructures. Et donc, on a dû effectivement passer par un prestataire, donc avec un marché assez dense sur cette question-là. L'idée, c'était vraiment de voir effectivement comment ça se passait. Alors, au niveau des résultats, sans grande surprise, plutôt des problématiques de CO2, de confinement, liées notamment à l'ouverture, puisque l'essentiel de nos écoles sont en aération naturelle. Et puis, une ou deux difficultés en termes de polluants qu'on a identifiés par rapport à certains matériaux, notamment des cubes anti-bruit qui étaient très fortement émetteurs de formaldéhyde. L'idée, c'est qu'effectivement, un état des lieux, alors je vous dis 2014, on n'a pas fait tout en 2014, ça s'est étalé sur de nombreuses années au regard du coût, mais l'idée, c'était bien de voir effectivement où ça va pas, et on s'est fixé comme objectif finalement les indices ICON 5 forcément, puisqu'on était sur un indice non réglementaire. Alors, et puis aussi les niveaux 4, puisque l'idée c'était d'aller voir un peu comment ça marchait. Et donc, outre les mesures faites par notre prestataire, on s'est équipé avec des capteurs pour effectivement faire des mesures en régie pour pouvoir intervenir assez rapidement. Juste, on peut revenir sur la précédente, voilà, pour intervenir, pour suivre nos établissements, puisqu'effectivement, entre 2014, 2015, etc., on a un besoin de retourner voir les établissements pour voir comment ça fonctionne. Et après, communiquer, valoriser les résultats, communiquer auprès des utilisateurs et les valoriser aussi dans d'autres types auprès des services. Par exemple, lorsqu'on va vouloir faire des travaux, ça peut faire partie des éléments à prendre en compte. Donc effectivement, développer une connaissance fine des établissements, c'est quand même essentiel. Et pas seulement sur la qualité de l'air, mais aussi sur son environnement. On a observé que parfois, les fenêtres n'étaient pas ouvertes, les pratiques d'aération n'étaient pas faites parce que on a une fenêtre qui donne directement au rez-de-chaussée sur la rue. Donc en termes de sécurité, donc on parle ici qualité d'air intérieur et énergie, mais on pourrait aussi parler de qualité d'air intérieur et sécurité par rapport aux questions d'aération. On a aussi des problématiques, par exemple présence d'arbres et d'émissions de pollen, du coup qui fait que, et donc c'est des éléments à avoir, parce qu'effectivement le discours qu'on peut avoir, qui va être celui de l'aération à des moments réguliers, peut venir être parasité par des éléments complètement extérieurs qu'on maîtrise pas forcément, et que si on connaît pas l'établissement, on peut se retrouver un peu moins crédible au terme de nos recommandations. Diapositive suivante. Et donc effectivement, le projet scolaire, c'était pas seulement des mesures, c'était aussi d'embarquer les occupants et tous les services de la ville concernés. L'idée, c'était vraiment de jouer sur tous les leviers. Donc la politique d'achat, quand on achète des peintures, est-ce qu'on va mettre des clauses à ce niveau-là pour réduire les émissions? Oui. La question de la construction, alors je pourrais revenir un peu plus tard,
Mais effectivement, voilà, maintenant, quand on construit un bâtiment, il y a des choses à avoir. Et c'était l'occasion aussi pour avoir justement cette approche croisée air et énergie. Nous, on a rajouté le bruit parce qu'on est persuadé qu'il y a aussi un lien avec ces questions-là. La question de l'éducation, des formations des personnels, ça peut s'est passé notamment par la mise à disposition de capteurs pédagogiques dans tous les restaurants scolaires et dans toutes les écoles où on a un capteur mobile qui peut venir accompagner les enseignants, les utilisateurs sur ces questions-là. La valorisation des mesures, alors j'en ai parlé. Ce qu'on a essayé aussi de faire, puisqu'on avait des données de température et d'humidité relative, c'était de voir aussi comment ça marche pour le confort hygrothermique, et pas seulement l'hiver. On a aussi fait des mesures avec nos capteurs CO2 en période de canicule, et on peut voir aussi les pièces qui chauffent et celles qui ne chauffent pas. Mobiliser les enseignants avec un défi école, avec un partenaire qui était la PPA, et plus largement avec le dispositif E3D de l'éducation nationale, où la qualité de l'air est un des éléments. Tester les produits d'entretien naturel, etc., etc. Donc ici, vous avez une petite photo du capteur, l'exploitation des données dans le diagramme d'Ashrae, et puis le type d'affiche qu'on peut mettre pour informer les gens. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, comment est-ce qu'on s'est fait organiser pour avancer qualité d'air et énergie? Alors, je ne vous cache pas que c'est encore un chantier encore relativement récent à la ville, sur les établissements existants. Par contre, sur les établissements nouvellement, les nouvelles constructions et les grosses réhabilitations, c'est un sujet qu'on travaille, je disais, qualité d'air, énergie, bruit, depuis 2016 avec un référentiel qui évolue sur ces questions-là. La nouveauté 2024 au niveau de la ville de Lille, c'est qu'on a lancé un marché de chauffage climatisation qui intègre partiellement la qualité d'air. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un aspect sensibilisation avec la notion de correspondant à l'énergie, qui avant s'occupait plutôt d'énergie, et demain va aussi intégrer la question de la qualité d'air pour qu'effectivement le discours soit cohérent sur le sujet. Bref, on plaide pour avoir une vision effectivement globale de la qualité d'air, du confort thermique, de l'énergie, aussi bien dans l'existant que pour les projets de réhabilitation. Et cette vision globale, elle est importante pour justement aussi se dire, voilà, dans un établissement qu'on construit, on peut avoir des exigences élevées. Un indice icône de 0, de 1, c'est possible, parce qu'on va effectivement avoir un établissement qui va être conçu pour ça et avoir le système qui va bien. Par contre, effectivement, dans nos établissements, actuellement, on est sur des discours où eh bien, pour certains établissements, compte tenu de leurs difficultés en termes de chauffage, de la sensibilité par rapport aux températures, eh bien, on peut accepter effectivement des niveaux moindres parce que l'objectif, c'est pas effectivement de faire en sorte d'ouvrir la fenêtre très largement pour avoir un indice icône 0 ou de 1 en hiver, alors qu'effectivement, on a des questions d'économie d'énergie et puis des questions de confort thermique. Donc, c'est aussi adapté, et ça veut dire sensibiliser, avoir un discours par rapport aux utilisateurs sur ces questions-là, et qui est loin d'être simple, puisqu'on n'est plus sur du gris, du noir ou du blanc, on est sur une gamme de nuances entre tout ça qu'il faut adapter et qu'il faut donc donner les clés aux utilisateurs sur ces questions-là. Voilà pour mon intervention. Allô? Je vais relaisser la caméra maintenant à Jean-Benoît. Oui, je pense que vous nous entendez désormais. Merci Olivier. On te retrouve tout à l'heure pour l'efficacité hydraulique. Mais ça nous permet du coup de lancer Cédicia côté Ville de Paris. Merci à toi d'être là. Alors, je te laisse peut-être mettre la caméra si c'est possible et couper le son. Voilà, parfait. Comme ça, on gère le son à partir de la pieuvre. Cédicia, je te vois. Je te propose de nous en donner plus sur ce que vous avez pu déployer côté Ville de Paris sur cette sobriété aérobique. Bonjour à tous et merci pour votre invitation à participer à ce webinaire. Le travail important qui a été mené côté Ville de Paris, ça a été de réunir des services qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, à savoir les services sanitaires et les services de l'énergie, qui travaillent soit à l'intérieur de la direction de la construction publique et d'architecture qui s'occupe des équipements publics pour le service de l'énergie,
et les services sanitaires qui font partie d'une autre direction de la ville. Donc, ce qui était vraiment intéressant, c'était de croiser ces différents services et ainsi que les services des écoles, des affaires scolaires, qui a également été impliqué et mobilisé pour expérimenter toute cette démarche. Donc, croisement de différentes compétences. Pour nous, ce qui était important, c'était de pouvoir répondre aux obligations de la RE 2020 sur le volet, ce qui est important en général, hein, sur le volet carbone et énergétique. Et on a aussi les obligations du plan climat qui nous guident dans toutes ces démarches et donc qui nous incitent à évoluer dans nos pratiques et notamment sur le croisement des compétences et de moins travailler en silo, comme on dit, mais de plus croiser sur tous ces sujets environnementaux. Ça nous a aussi permis de réfléchir à la question des achats, des achats de la ville, et les cahiers des charges qu'on a mis en place, notamment sur les peintures, la qualité des peintures avec les émissions de formaldéhyde qu'elles peuvent, dans certains cas, émettre. Et donc, on est parti maintenant sur des peintures biosourcées, et de même que sur des revêtements de sol écologiques comme le linoléum, pour éviter toutes les émissions de CO2, notamment dans les équipements sensibles comme les crèches ou les écoles. Voilà, donc ça, il y a tout un travail qui est en cours là-dessus, et puis un autre travail qui ne rejoint pas forcément les problématiques du hub, mais enfin sur toute la question de l'économie circulaire, avec la valorisation de nos déchets de chantier et donc le réemploi autant que possible sur un certain nombre de nos. Voilà, c'est pour vous donner un peu les grandes lignes de nos réflexions. Et puis, on a aussi travaillé, sur la partie usage des locaux. Et donc, on a fait également évoluer nos cahiers des charges sur les achats de matériel d'entretien, donc les produits d'entretien, qui sont tous certifiés EcoCert maintenant, et donc qui limitent aussi tout ce qui est émission de CO2. Et comme on a constaté aussi à travers l'étude du hub, que dans certaines classes d'art plastique, notamment, il y avait à certains moments plus d'émissions de CO2. On va commencer à veiller aussi, pour tout ça en lien avec les affaires scolaires, à acheter des matériels moins émissifs, tels que des peintures à l'eau, des colles naturelles, des filtres écologiques, etc. Voilà, donc on voit bien que c'est un ensemble, hein, c'est à la fois sur la partie bâtimentaire, donc comment on gère les ventilations, les ouvertures des fenêtres, etc. Mais c'est aussi sur la partie usage, qui a toute une réflexion à mener et des pratiques à faire évoluer. Merci Célicia. Je nous propose de basculer. Là aussi, on vous retrouvera tout à l'heure pour l'efficacité aérolique et notamment avec Clémence. Est-ce que Swad, à distance, tu nous entends bien? Nous, j'ai l'impression qu'on t'entend. Swad. On voit Swad, mais on n'entend pas. On n'entend pas Swad. On va te réactiver le micro. Le micro est activé. Ah, voilà. Merci d'activer le micro, je n'y arrivais pas. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous présenter donc un petit peu. On avait une double casquette au niveau de l'ADEME parce qu'on a été à la fois cofinanceur avec le ministère de l'Environnement, plus précisément la DGPR sur la partie challenge qualité de l'air intérieur et énergie pour les écoles. Et également, nous avons servi un petit peu on était acteurs, on a été embarqués sur le site de Montrouge, le bâtiment Le Fairway, là où sont les locaux d'une part de l'ADEME sur le site de Montrouge, donc où je suis moi-même. Ça permettait de voir un petit peu en tant qu'actrice, voilà, d'autres résultats et apprentissages pour être encore plus impliquée sur ce challenge. Donc rapidement pour présenter, donc c'était à la fois une demande du propriétaire de participer à ce challenge, donc c'était le BNP Paribas et on s'est associé donc pour participer à cette étude. Il faut savoir que ce bâtiment donc est assez récent, il est labellisé et il est livré donc sur un large plateau. Donc il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de, donc voilà, il est normé au niveau de la validation des débits sur un plateau nu. Et à la problématique ensuite, c'est que nous, en tant qu'aménageurs locataires, il fallait faire attention à ce que
cette performance de débit de ventilation soit maintenue. Donc, le hub nous a permis, alors il y avait des contraintes techniques au niveau des salles de réunion, le système de ventilation est on va dire voilà, il est un peu diffus, mais néanmoins, les résultats que nous avons constatés sont plutôt positifs. Donc, je vais demander la slide suivante, Pierre Benoît. Donc, dans l'ensemble, on a plutôt des bons résultats d'indice de confinement, qui prouvent quand même un bon renouvellement de l'air. Également pour les particules, il faut dire qu'il y a un système de filtration assez conséquent dans le bâtiment. Mais on a observé surtout, en revanche, quelques pics de COV, surtout en été. Donc on s'est posé la question avec Cécile sur les origines de ce pic de COV. Alors est-ce que c'est lié à l'occupant? Donc voilà, éviter de se parfumer, etc., d'utiliser des huiles essentielles. Et peut-être également l'ameublement, parce que c'est surtout en été, donc il y a peut-être une augmentation avec la température, vu que le bâtiment n'est pas climatisé, il est plutôt rafraîchi, donc de ces pics ponctuels de COV. Et les enseignements donc qu'on peut en tirer de cette expérience, c'est que il est important, et je pense à tous les nouveaux bureaux lors de l'aménagement, de bien intégrer la conception aérolique en amont de l'aménagement de l'occupant. Hein, c'est pas parce qu'on a un bâtiment qui a toutes les certifications, dès qu'on rajoute des barrières, il est important de repenser cette aérolique en fonction des espaces des occupants, où sont les salles de réunion, où sont les bureaux individuels, etc. Important de commissionner l'installation aérolique. Hein, l'ADEME, je parle de l'autre casquette, a poussé entre autres des travaux donc porté par le CEREMA sur, je pense à Prémevent dans le logement et Promévent tertiaire, donc de mesurer, de contrôler les débits de ventilation à réception, parce qu'il y a un grand écart entre une performance énergétique où il y a une obligation de résultat et qui se fait petit à petit sur l'aérolique, mais c'est un peu, j'allais dire, voilà, il y a des actions encore à mener sur ce sujet. Et embarquer la QI donc avec le bailleur et le propriétaire. Donc il y a la mise en place de comités verts où on parle un petit peu de tous ces aspects-là avec le propriétaire et les différents locataires du bâtiment. Et il y avait quand même l'importance de la présence clé d'une personne sur la maintenance qui est là sur site et qui est vraiment une personne vraiment importante, parce que c'est une personne qui est là depuis le début de l'installation, depuis l'ouverture de ce bâtiment. Et elle est un petit peu à l'interface du locataire et du propriétaire, et qui est en main tous les aspects techniques. Donc, le moindre problème, la moindre chose, même voilà, que ce soit l'IFPUB ou le CEREMA, ont beaucoup échangé avec cette personne de la maintenance. Et je pense que c'est aussi une personne clé dans le tertiaire, dans les bureaux. C'est Soit j'en profite, soit juste pour préciser, parce que peut-être que tous les acteurs autour de la table sur la livraison de coques nues, alors c'est une pratique qui est assez courante dans le tertiaire privé notamment, que du coup, lorsqu'un locataire arrive dans les locaux, les plateaux sont vides entre guillemets. Il y a bien, on va dire, les équipements, les émetteurs de chauffage, la ventilation est tracée, hein, les réseaux sont tracés, mais il y a ce besoin pour plus de flexibilité pour le locataire qui arrive, que de lui laisser la capacité d'aménager comme bon lui semble en fonction de ses propres besoins, que ce soit bureau individuel, open space, salle de réunion. Et c'est vrai que ça, c'est assez courant dans l'immobilier tertiaire, et que lorsqu'on arrive, du coup, tu l'as si bien dit, on a ce besoin que de bien comprendre on va dire tous les équipements techniques, aéroliques, la distribution des fluides, quels qu'ils soient, avant de se projeter sur cet aménagement plus précisément. Merci. Je me permettais juste de préciser pour la coque nue. Exactement. Oui. Et bien l'avoir en amont en fait de l'installation, voilà, de l'occupant. Donc slide suivante, s'il te plaît. Donc en parallèle, l'ADEME a mis en place des micro-capteurs faits maison entre guillemets, avec on a un collègue impliqué sur ce sujet. Sur la création donc de boîtiers. Donc au départ, c'était plutôt température-humidité pour voir un petit peu, pour faire l'ADEME doit être exemplaire en termes de performance énergétique. Donc c'était pour vérifier les températures, si elles étaient trop élevées ou parfois basses, ça peut arriver aussi. Et puis ça, c'est avec l'impact du Covid, c'est de mesurer donc
le dioxyde de carbone, donc sur un petit peu tous les sites de l'ADEME. Et ça se fait donc par IoT, on va dire, c'est un système pour récupérer les données à partir d'un QR code. Et on visualise donc toutes les données, vous voyez, s'il y a des pics, etc. Et on a une base de données qui est en train de se créer là depuis quelques années qui accumule toutes ces informations de CO2, température, humidité. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Jean-Benoît. Donc voilà, un peu une extrapolation. On peut visionner toutes ces infos sur tous les sites de l'ADEME où ces microcapteurs sont installés. Alors les perspectives, c'est de rajouter les composés organiques volatiles totaux, le radon pour les sites concernés par la problématique radon, et rajouter également les particules fines. Donc voilà, c'est, je pense, un outil assez intéressant d'avoir un tableau de bord de suivi de ces bâtiments et de se faire même des alertes si on a des dépassements et de rechercher la cause ou la source à quoi cela est dû. Donc, slide suivante, Jean-Benoît. Alors maintenant, on va présenter un peu les actions de l'ADEME en termes de concilier QAI, ventilation et énergie, et performance énergétique. Donc l'ADEME, depuis de nombreuses années, on a une vision transversale parce qu'il est important à la fois d'avoir des bâtiments performants d'énergie, mais également de concilier donc la qualité de l'air intérieur, parce que sinon, on arrive à des problématiques de bâtiments avec des problèmes sanitaires, d'impact de moisissure, ou d'autres problèmes sur le confort de l'employé ou de l'occupant, plus précisément. Donc, nous menons donc des soutiens des travaux de recherche à la fois dans le cadre du programme qualité de l'air Acacia ou dans le cadre de bâtiments responsables, donc pour caractériser des expositions, des émissions liées aux matériaux, aux produits de consommation, également sur des solutions de remédiation, sur les traitements de l'air, etc. Également des avis d'experts. Alors, je voulais mentionner les 2 avis d'experts qui sont parus récemment. Il s'agit de la rénovation performante, où on présentait une rénovation performante en énergie, accompagnée de la qualité de l'air intérieur, accompagnée du réchauffement climatique, donc de prendre en compte également les vagues de chaleur, etc. Et en parallèle, donc un autre avis d'experts sur les vagues de chaleur, pour prendre en compte aussi, parce qu'on parle de performance énergétique en hiver, mais également en été, est-ce que la climatisation est vraiment indispensable? On met en place également un accompagnement des acteurs. Donc, on a mis en place une méthode de management de la qualité de l'air qui est la méthode ECRIN. C'est une démarche destinée à avoir une approche préventive et sanitaire de la qualité de l'air, de l'aménagement jusqu'à la réception. Et également, on a toute la librairie ADEME sur production de différents rapports de recherche sur le sujet, et également le soutien à l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs. Et l'ADEME est impliquée. On avait présenté en début de ce webinaire la directive sur la performance énergétique des bâtiments, et l'ADEME est impliquée sur ce sujet en faisant des liens sur la démarche du DPE tertiaire et du dispositif Opéra. Donc, on passe à la slide suivante. Juste pour faire informer qu'il y a l'appel à projet de recherche Acacia en cours, où la thématique de cette année, c'est gérer les pollutions à l'ozone, mais également il y a un aspect sectoriel dont la qualité de l'air intérieur est mentionnée. Donc, c'est ouvert jusqu'au 18 novembre prochain. Il y a une page dédiée donc sur le site Agir de l'ADEME si vous voulez postuler. Et d'autres valorisations prévues. Donc, dernière slide, Jean-Benoît, sur l'appel à projet Cortea qui caractérise en fait les sources. Donc, il y aura 3 projets sur la qualité de l'air intérieur et moisissure qui seront présentés donc le 5 décembre 2024. Alors, il y a eu un save the date, mais il y aura bientôt un lien pour s'inscrire avec le programme sur cette journée. Donc, la partie QA, ça sera plutôt le matin. Voilà, je vous informe dès le départ. Et puis, il y a le colloque Primcal qui sera plutôt prévu en juin 2025 qui portera sur la qualité de l'air, changement climatique et énergie, donc certains projets portant sur la qualité de l'air intérieur. Voilà pour ma présentation. Et je vous remercie de votre attention. Merci Souad. Du coup, pour les deux côtés, les 2 phases que tu as pu présenter, que ce soit sur le volet financement, vous le voyez, il y a effectivement un DAM qui finance
beaucoup de projets, donc n'hésitez pas. Et nous, ça nous a permis d'embarquer les collectivités dans le cadre de ce hub ou sur les événements que vous nous avez annotés. Si je fais une petite synthèse sur la sobriété, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a organiser avec toutes les parties prenantes, embarquer les différentes directions, que ce soit achat, technique. Il y a aller intégrer aussi sur les closiers des produits beaucoup plus faiblement émissifs pour réduire les polluants à la source. Je vois du coup aussi l'expérience du coup de Swan, merci avec l'ADEME sur le fairway, d'être très vigilant lorsqu'on aménage des plateaux, de s'occuper de la qualité d'air intérieur. Donc voilà, des piliers assez forts pour cette sobriété aérolique. Et je vous propose qu'on bascule sur l'efficacité aérolique avec des témoignages tout aussi concrets. Clémence Moulier-Richard, qui est au service de l'énergie et à la DCPA de la ville de Paris. Clémence, je vais te laisser la parole. J'enlève ma caméra. Bonjour à tous, merci pour votre intérêt sur ce sujet passionnant que la conciliation entre performance énergétique et qualité d'air intérieur. Donc, effectivement, je suis Clémence Moulier-Richard, au sein de la ville de Paris et de la direction construction publique et architecture. Je suis en charge de l'exploitation de génie climatique et du plan ventilation. Le plan ventilation a été mis en place par la ville de Paris à la faveur des suites du Covid, donc à la place initialement mis en place pour le sujet donc, de la qualité d'air intérieur. Donc une approche extrêmement de très long terme qui se déroule en plusieurs étapes. Déjà l'identification de tous les équipements concernés, donc 1900 pour la ville de Paris, donc c'est une quantité assez importante, qui nécessite de les prioriser. Deuxième étape, donc parmi ces presque 2000 équipements, il y en a 250 en priorité maximale. Ces sites, tous ceux en priorité maximale et les suivants à venir, ont fait l'objet de ce qu'on appelle un audit initial. C'est-à-dire qu'on a un audit de ventilation qui est fait tout simplement pour faire un état des lieux, et notamment un état des lieux avec une définition des jauges selon l'usage du local concerné. Donc voilà, le premier levier d'efficacité énergétique, c'est que une jauge de sécurité incendie qui a été déclarée pour le bâtiment, ça n'est pas forcément la jauge d'usage, et donc pouvoir bien adapter ça, c'est important de faire concilier dans le temps à ce moment-là les jauges avec l'audit. Comme ça, le plan d'action qu'on définit, il est bien sûr pertinent. S'ensuit bien sûr la remise à niveau des installations, donc de 2 semaines à 2 ans selon l'ampleur des travaux, des actions à mener. Et ensuite, on réalise un audit qu'on appelle final pour vérifier qu'à l'issue des travaux, les débits souhaités sont bien mis en place. Et on crée notre dossier de référence des installations, qui est une obligation réglementaire, et on y inclut ce qu'on appelle les points caractéristiques du réseau. Je ne sais pas dans quelle mesure cette notion vous parle. On considère que dans le cadre de ce mètre cube qui doit être contrôlé, on peut se permettre de le contrôler de manière moins fine que dans les audits initiaux et finaux, mais que par contre, tous les ans, ça vaut le coup d'aller faire une prise de mesure à ce qu'on appelle les points caractéristiques, donc forcément au plus près des centrales de traitement d'air et puis au point éloigné du réseau aérolique, ce genre de choses. Et le fait de définir ce dossier de référence facilite bien sûr la réalisation de ce contrôle. Et donc là, on commence à comprendre pourquoi est-ce que je gère à la fois l'exploitation et le plan de ventilation, qui est clairement plutôt une entité de travaux. C'est que le lien entre l'exploitant et les personnes qui ont fait les travaux doit être assez fort si on veut que le système vive bien, si on veut qu'il soit bien contrôlé et qu'il n'y ait pas de dérive. Dérive à la baisse qui pénalise la qualité d'air intérieur, dérive à la hausse qui pénalise les performances énergétiques. Voilà ce que je peux dire sur ce plan de ventilation qui a été mis en place. Donc, c'est une approche vraiment très technico-solutionniste, avec les services techniques à la manœuvre pour initier et ensuite dérouler tout ce plan-là.
Et comme beaucoup de choses, l'approche technico-solutionniste ne suffit pas et on a besoin d'avoir avec nous les occupants de tous ces sites concernés pour pouvoir optimiser à la fois la performance énergétique et la qualité d'air intérieur. Et bien sûr, j'en viens au sujet de l'aération. Donc, ça a été évoqué, hein. Le sujet de l'aération qui a permis de voir qu'il était possible d'améliorer la qualité d'air intérieur. Donc, par aération, j'entends bien aération manuelle, hein. Et donc là, ce que vous pouvez voir sur les graphiques, donc c'est le cas, bien sûr, qui me concerne plus directement, celui de l'école parisienne qui est dans mon périmètre. Et on voit que dans le graphe qu'il indiquait en semaine 2, c'était la semaine où il y a eu un protocole d'aération renforcé. Donc, on peut voir tout de suite l'impact, hein, sur le CO2 et les COV. Avec une amélioration, hein, de la qualité d'air, surtout pour les COP, c'est pas très notable pour le CO2, avec un point d'alerte sur les PM, puisque elles, par contre, ont augmenté pendant cette période-là. Donc, une conclusion qu'on peut se dire assez rapide et assez simple, c'est que le protocole d'aération renforcé, il est utile, très utile, sauf qu'éventuellement, il faut se dire que pour optimiser la qualité d'air intérieur globale, il ne faut pas le faire quand il y a une alerte pollution. Voilà, ça peut être un exemple. Et si on peut passer à la Si je me permets, Clémence, on a mis en ligne vert les seuils de bonne qualité d'air intérieur qu'on a repris, que ce soit pour du coup les 3 composés. Et on le voit par rapport à l'alerte que tu signifiais sur les particules fines, on reste dans les clous d'une bonne qualité d'air intérieur sur les PM2,5, mais effectivement vigilance vis-à-vis de ces journées à forte pollution extérieure. Et puis que ce soit sur le CO2 ou le COVT, on voit qu'on est bon par rapport à ces seuils de qualité d'air intérieur pour un site qui est effectivement en aération avec l'ouverture des fenêtres. Pratiquement, on fait ce scénario de protocole renforcé d'ouverture des fenêtres. Exactement. Et donc, ce scénario de protocole renforcé, comment est-ce qu'on arrive à le mettre en place? Alors déjà, il faut embarquer tout le monde, hein. Encore une fois, donc, la ville de Paris, c'est d'ici un petit peu dit, on est très siloté et en plus, on n'est pas les seuls. Le personnel, c'est du personnel du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons les usagers qui sont dans le bâtiment, etc. Donc, on a besoin vraiment d'avoir une approche transverse qui donne sa place à chacun si on veut pouvoir embarquer tout. En l'occurrence, dans ce cas-là, le personnel de l'école était particulièrement inquiet étant donné la proximité de cette école par rapport au boulevard périphérique. Donc, ils étaient déjà très, très mobilisés et voilà, clairement, ça a participé des conclusions qu'on a pu donner et de la qualité de cette expérimentation. Et donc, le plus important, je dirais, c'est fourniture d'outils et protocoles simples mais pas simplistes. C'est-à-dire simple, il faut que les gens puissent les comprendre, sinon se servir d'un outil qu'on ne comprend pas, ça ne marche pas. Et pas simpliste pour autant, pour que ça reste quand même techniquement pertinent. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est tout simplement des petits capteurs qui détectait donc les 3 paramètres parapluies dont on a parlé et qui permettaient de voir visuellement tout simplement, là ça y est, il faut ouvrir les fenêtres, toujours fréquemment et jamais longtemps, hein, sinon la performance énergétique n'est pas au rendez-vous. Et avec ces signaux assez simples, ce protocole a pu être mis en place et on peut imaginer aussi qu'il soit adapter en fait ces outils à la règle qu'on a ajoutée suite à l'expérimentation, c'est-à-dire qu'en cas de pic de pollution, il vaut mieux ne pas faire ce protocole renforcé, tout simplement en mettant le seuil qui nous intéresse sur les appareils de mesure pour que voilà, la fenêtre soit vite refermée en cas de pic suite à l'aération. Donc, c'était un bilan extrêmement positif pour l'école, hein, d'une part parce que les résultats ont été plutôt rassurants pour l'équipe pédagogique et surtout parce que du coup, ils ont vraiment été acteurs de ce sujet et maintenant, ils font partie des gens que nous, un peu dans la vie, on appelle semi-ambassadeurs de l'énergie où ils vont prôner la bonne parole
et montrer à leurs collègues des 700 autres écoles de la ville de Paris que c'est tout à fait possible et que la démarche est en leur faveur. Voilà, pour moi, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Clémence, concernant effectivement ce besoin que d'embarquer les occupants et toute l'équipe pédagogique pour les établissements scolaires. Je nous propose de basculer avec Olivier concernant la ville de Lille pour voir un petit peu ce qui a pu être fait dans le cadre de la stratégie patrimoniale pour la ville. Est-ce qu'Olivier, tu nous entends? Oui, est-ce que vous m'entendez? Parfait, c'est parfait. Ok. Alors effectivement, site existant, occupé, comment est-ce qu'effectivement on a pu travailler sur les locaux à fort enjeu? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait fait systématiquement des mesures, parce qu'il fallait objectiver la situation, savoir un peu où on en était, avoir des données chiffrées qui permettent d'évaluer, de comparer, de voir comment on avance sur ces questions-là. Et donc, on a fait notamment un suivi, et là je vous montre le suivi des établissements les plus problématiques, ceux où on avait de l'indice icône 4 et 5. Et donc, on voit que on est sur les graphiques que je vous montre, c'est donc la répartition du nombre de classes en fonction de ces niveaux d'indice. Donc, dans les indices icône 4 ou 5, on avait notamment beaucoup de dortoirs. Et donc, c'était de comment on avance sur ces questions-là. Eh bien, on s'est adapté aux situations et comme je le dis dans le message en bas de la slide, on a effectivement fait des travaux relativement simples quand on n'avait pas de programme de rénovation lourde, puisque toutes les écoles n'étaient pas forcément concernées par cette question-là. Du coup, on a pu travailler notamment sur les dortoirs, sur la VMC à la pièce, des travaux plutôt légers qui se font assez facilement. Et on a suivi, comme je vous le disais tout à l'heure, acquis des capteurs pour faire suivre les travaux. Et donc, vous avez l'avant-après. Et on constate une très forte réduction du confinement, puisque les niveaux 5 ont quasiment disparu, les niveaux 4 ont été réduits, et on a effectivement une amélioration de la qualité de l'air à ce niveau-là. Alors, ça porte à la fois sur des travaux de la sensibilisation. Là, c'est une image à un instant T. Et bien effectivement, on voit tout l'enjeu de revenir régulièrement dans les établissements parce que l'établissement évolue. La VMC, effectivement, peut avoir des solutions mises en place peuvent peut-être durer plus ou moins longtemps en fonction de celles qui étaient retenues. Le personnel, que ce soit du personnel municipal, de l'éducation, les usagers changent. Et donc, c'est un peu le sujet, c'est de revenir régulièrement dans les établissements pour refaire passer effectivement les messages sur ces questions-là. On peut passer sur la diapositive suivante. Mais en fait, on a vraiment effectivement aussi besoin d'aller plus loin. Là, on était quand même sur une approche plutôt qualité d'air. Donc, l'idée, c'est le hub nous a donné envie effectivement de continuer. On avait une petite frustration parce qu'on n'avait peut-être pas pu aller suffisamment loin, tester suffisamment de choses avec les établissements. Et donc, l'idée, c'est de bien poursuivre ces travaux-là avec un partenaire privé qui, lui, est lauréat d'un projet ACTER pour avoir à la fois une approche technique et une approche sociologique. Une des grandes questions que je me pose depuis un certain temps et pour laquelle j'ai pas forcément la réponse, c'est voilà, une fois qu'on aura des établissements qui fonctionnent, c'est-à-dire sur lesquels on a des fenêtres qui s'ouvrent, en fait, où rien ne s'oppose à une aération, eh bien, on aura toujours un frein qui est celui de la personne qui doit faire le geste. Et pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas le geste? Est-ce que c'est parce qu'elle en a pas conscience, elle n'a pas d'intérêt, elle a une fausse représentation de la qualité de l'air, on lui a entre guillemets tellement bien parlé de l'énergie qu'elle se dit que si j'ouvre ma fenêtre, ça va faire des dépenses d'énergie. Et donc de voir un peu comment on peut travailler avec un sociologue sur cette question-là pour finalement trouver comment on va parler de la qualité d'air à ces personnes-là, comment on va parler de l'aération et qu'est-ce qui motive les gens. C'est un peu le même sujet que sur la question de la qualité de l'air extérieur. Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à passer de la voiture au vélo? Est-ce que c'est effectivement un sentiment par rapport ou par rapport à la qualité de l'air? Est-ce que c'est plutôt, voilà, si vous faites du vélo plutôt que la voiture, vous allez, c'est bien pour votre santé? Est-ce que c'est plutôt un sujet de porte-monnaie? Au final, quel que soit le message qu'on va passer, quel que soit le levier, l'idée, c'est bien de pouvoir faire cette transition.
Et sur la qualité de l'air intérieur, on a un peu le même sujet. On a pour l'instant une approche, alors je suis un technicien, donc peut-être trop technique, et donc effectivement, il faut avoir les bons messages auprès de la bonne personne, qui sera peut-être pas le même pour l'enseignant, pour l'ATSEM, pour l'utilisateur du périscolaire. Voilà. L'expérience aussi qu'on a depuis cette question, c'est aussi la question de la data. Dans cette expérimentation au niveau du hub, effectivement, on a des capteurs qui ont été installés, on a produit des données. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on les stocke? Comment on les exploite? C'est exactement le même sujet qu'on a avec toutes les mesures qu'on a pu faire sur le CO2. On est à plus de 600, on doit être à plus de 800 mesures. Comment on les valorise? Comment on fait qu'elles perdurent? Et pour cela, la réglementation ne nous a pas aidé avec un changement de calcul indicicone, donc des données qui ont été faites avant 2023 qui sont moins bien exploitables puisqu'on ne peut plus comparer les indices en passant. Et comment est-ce qu'effectivement tous ces données peuvent être valorisées, soit d'une façon scientifique dans des programmes de recherche, soit de façon beaucoup plus concrète auprès des utilisateurs, des exploitants de VMC quand on en a. Voilà. L'autre gros sujet, c'est la ville de Paris en a parlé, effectivement, les utilisateurs, notamment l'éducation nationale, comment elles intègrent dans cette dynamique. On voit qu'avec l'évolution de la réglementation, la question de la lecture à mesure du REC, ça devient un sujet très important et c'est un point sur lequel on veut effectivement travailler. Mais on ne peut pas travailler établissement par établissement. Il faut qu'au niveau du rectorat, il faut qu'au niveau plus central, on ait aussi des consignes. Moi, j'ai été quand même surpris qu'effectivement, avec la mise en place de la réglementation, quand on discute avec les enseignants, il y a très peu de messages descendants sur cette question-là. Et donc, à ce niveau-là, il faut vraiment qu'on puisse accélérer l'implication des professeurs, des directeurs d'établissement sur ces questions-là, avec effectivement le soutien des collectivités. On est les propriétaires des établissements, on est particulièrement motivés sur ces questions-là. Le bien-être des enfants à l'école, c'est un sujet de préoccupation pour la ville de Lille. Et donc, on est là pour accompagner les utilisateurs, les enseignants, pour avoir les meilleures conditions de travail pour eux, pour les enfants, à la fois pour le bien-être et pour la performance scolaire, quoi. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est effectivement très vaste et qui va mobiliser beaucoup de compétences, y compris des compétences auxquelles on pense peut-être pas forcément. Ça peut être aussi des compétences de design, forcément de communication et de sociologue. Voilà, pour faire court, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je prends la parole. Merci Olivier. On n'est pas tenu par le temps. On peut encore préciser des choses si tu as besoin. Mais je crois que le message est bien passé. Et puis on l'appuie, le message vis-à-vis effectivement des rectorats, de l'éducation nationale, d'embarquer aussi les enseignants sur la qualité d'air intérieur. Ils le font sur l'énergie, on le sait, puisque voilà, depuis quelques années, on travaille tous ensemble pour que l'énergie puisse être embarquée, que ce soit dans les collectivités, les services techniques, mais aussi au niveau des enseignants. Ils le font sur le développement durable au sens large, puisque on le sait aussi, l'éducation nationale essaie de traduire ça auprès des enseignants. Mais on peut aller encore plus loin sur la qualité d'air intérieur pour sensibiliser. Voilà. Juste un point, puisque tu m'as laissé une ouverture. On parle beaucoup des utilisateurs. C'est vrai qu'on s'est focalisé sur les utilisateurs. La question des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, elle est aussi cruciale et on observe autant on a des bureaux d'études en énergie qui sont effectivement bien compétents. Il y en a certains effectivement qui montent, mais on voit aussi qu'en termes d'outils sur la conception, comment on prend ça en compte, j'y repense aussi avec la question des contenus, on a un gros défi aussi à ce niveau-là pour effectivement avoir des outils qui puissent les aider à faciliter le travail à ce niveau-là de modélisation. Voilà, donc il y a aussi cet aspect-là qui serait fortement à développer, surtout si on donne des ambitions fortes dans les nouveaux établissements. Clairement, on l'a vu, 40 ans d'énergie, l'hydraulique est maîtrisée sur toute la chaîne de valeur et clairement plus maîtrisée que l'aérolique, et que ce soit la maîtrise d'œuvre, les réalisateurs, l'exploitation, on doit aller plus loin tous ensemble sur cette chaîne de valeur aérolique. Merci Olivier. Écoutez, ça nous permet d'avoir embarqué des témoignages sur la sobriété, sur l'efficacité aérolique, qui arrive et de l'aération et de la ventilation mécanique. Merci Olivier pour ce témoignage où on le voit,
au cas par cas, stratégiquement, dans certains locaux, vous allez sur une ventilation mécanique, dortoir ou autre, mais vous dealez entre ces deux visions qui sont nécessaires pour pouvoir améliorer significativement l'ensemble du parc, comme tu nous l'as montré avec quelques résultats, et comme nous l'a montré aussi la ville de Paris. Merci à vous tous pour ces témoignages. Ce que je nous propose, c'est, il nous reste quelques minutes, c'est d'aller embarquer sur les grands messages clés. Cécile, je te laisse la main juste avant de la reprendre. Très bien. Merci. Jean-Benoît, donc effectivement, pardon, j'ai oublié de remettre la caméra. Je reviens dans quelques instants. Voilà, c'est bon, parfait. Excusez-moi. Donc, quelques messages clés. Donc, je lance la partie et qui sera complétée par Jean-Benoît ensuite sur le volet énergie. Le premier message à vous passer, c'est qu'une publication est à venir en octobre qui reprendra les éléments que l'on a vus aujourd'hui et même plus encore. Donc, restez connectés sur le Hub à l'énergie. La suite arrive très vite en version, cette fois, PDF ou papier, si vous souhaitez l'imprimer, mais n'imprimons pas trop. Voilà, et vous l'aurez évidemment en ligne. Les grands enseignements, hein, quelque part, donc sur ce panel de 15 bâtiments qui ont embarqué dans le hub, vous avez bien compris, donc un panel assez diversifié, à la fois 5 tertiaires, 10 établissements scolaires, équipés de systèmes de ventilation ou pas. Finalement, on avait une qualité de l'air intérieur, alors certes disparate d'un bâtiment à l'autre, mais globalement assez satisfaisante sur notre panel. Bien sûr, les sites équipés de ventilation mécanique ont une meilleure qualité de l'air intérieur, les petits tricheurs, que ce soit en dioxyde de carbone ou en particules fines. Mais in fine, c'est vrai que sur le panel, son incidence n'est pas aussi évidente puisque c'était assez disparate d'un site à l'autre, même équipé de systèmes de ventilation. Ce qui me fait arriver au deuxième point, c'est-à-dire que la réduction, voire la suppression, si possible, des sources de pollution est indispensable également. Donc, parler renouvellement d'air, c'est évidemment important et c'est essentiel, surtout quand on lit l'équation énergie, mais finalement, le premier réflexe doit rester la réduction et la suppression des sources, et c'est encore mieux finalement pour optimiser les consommations énergétiques, puisque là, ça n'a pas peu d'impact. Voilà, et bien sûr, l'aération reste intéressante pour lisser les pics ponctuels, et l'est d'autant plus évidemment pour les sites qui ne sont pas encore équipés de systèmes de ventilation. Mon dernier message avant de repasser la main à Jean-Benoît reste la projection sur une rénovation énergétique, notamment une rénovation énergétique d'ampleur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de passer à côté de cette opportunité pour ne pas regarder, jeter un œil sur justement le système de ventilation en place. Et donc, il faut envisager à minima la faisabilité technico-économique d'un système de ventilation, quel qu'il soit. Et après, voilà, éventuellement, système central de traitement d'air double flux, mais au moins de se poser la question, de regarder ce qui est pertinent par rapport à l'usage, par rapport à l'occupation et par rapport aux activités dans le bâtiment et donc ces sources de pollution potentielles pour pouvoir l'intégrer à la réflexion et avoir une réflexion commune, embarquée, que ce soit qualité de l'air intérieur et énergie. Et puis aussi, on peut l'élargir bien évidemment au confort acoustique, au confort lumineux, bref, à la qualité d'usage. Réfléchissons macro, réfléchissons global et ne restons pas focalisés que sur la performance énergétique, même si évidemment elle est essentielle. Il faut profiter de ces deniers, de chaque euro investi pour réfléchir plus large et pour finalement réussir à avoir ces optimisations qualité de l'air intérieur et performance énergétique, finalement avoir un bâtiment qui soit adapté à nos modes de vie, à notre confort et en même temps aux enjeux climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci Cécile. Je me permets du coup de rebondir sur une des questions dans le chat. Vous avez vu, vous pouvez poser les questions. Qu'est-ce que concrètement un protocole d'aération renforcée? Alors nous, on peut vous dire un petit peu ce qu'on a pu déployer sur les sites, sur la fréquence. Oui, alors c'est très simple en fait. Vous savez, le protocole d'aération, finalement, on ouvre la fenêtre. Donc, finalement, ce qui est important de voir, c'est de constater le bâtiment dans son ensemble. Donc, c'est de regarder quelles sont les sources de pollution extérieure et pour pouvoir adapter en fait l'horaire de renouvellement d'air, enfin l'ouverture de la fenêtre.
Donc, quand vous avez, et c'est la plupart du temps le cas, des routes à fréquentation rapide autour du bâtiment, eh bien, il faut limiter évidemment l'ouverture des fenêtres à ce moment-là. Mais un protocole très typique qui peut être mis en place, ça va être, par exemple, si on prend une école, ça va être d'aérer 10 à 15 minutes le matin, idéalement avant la remise en route du chauffage, pour déjà refaire un bon brassage d'air et évacuer les polluants qui auraient pu s'accumuler la nuit. Et puis ensuite, refermer la fenêtre et puis essayer d'avoir ce réflexe d'ouvrir la fenêtre au moins 5 minutes toutes les heures et demie, et puis avoir aussi un bon renouvellement pendant les pauses. Donc voilà, c'est assez classique, mais en fait, en essayant de s'astreindre, de garder, d'avoir ce réflexe-là, et puis de penser aussi régulièrement à la refermer, cette fenêtre, ça la peut faire, et bien ça permet en fait de lisser ces pics de pollution. Ce sont des choses qui sont très simples, mais qui sont nécessaires dans des bâtiments qui aujourd'hui sont, pour beaucoup d'établissements scolaires, pas équipés de ventilation. Oui, ce qu'on a pu voir, c'est que dans les pratiques courantes, soit il y a un phénomène d'odeur qui peut arriver, qui fait qu'on pense à ouvrir les fenêtres à ce moment-là, soit c'est la buée en plein hiver qui nous fait penser « ah, il faut peut-être aérer et ouvrir les fenêtres », soit c'est aux interclasses, mais effectivement, ça arrive au bout d'un temps où ça s'est chargé en concentration, et de le faire toutes les demi-heures, toutes les heures, comme tu l'as dit, plus fréquemment, ça permet de vraiment lisser ces pics. Merci. Donc, je retiens effectivement cet enjeu d'aération pour lisser les pics ponctuels, et puis bien sûr d'embarquer cette rénovation énergétique d'ampleur et de l'envisager à minima avec cette ventilation mécanique. Je vous propose d'aller sur les autres enseignements qu'on peut avoir. Alors, Cécile l'a dit, vous avez en teasing du coup cette publication. Il y aura plus d'une dizaine de recommandations. Donc, je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. On ne peut pas y répondre à toutes, mais n'hésitez pas à aller voir cette publication. Vous avez des recommandations qui répondent à certaines de vos questions également. Et puis, pour continuer dans ces messages clés, on le voit tout au long de cette matinée, on a fait dialoguer qualité d'air intérieur et énergie. L'énergie a un temps d'avance, que ce soit dans le socle réglementaire, dans les pratiques courantes, dans la façon d'animer ça avec les différentes parties prenantes et les différents services. Ben voilà, c'est clairement un levier de progrès pour embarquer cette QAI qui a cette vision un peu plus d'expertise pour l'instant. Mais on l'a vu avec nos partenaires, nos interlocuteurs animer les deux sujets, énergie, qualité d'air intérieur. Et donc, ça a été passionnant tout au long de ce hub que de voir ces partenaires œuvrer pour que ce soit sur le site, sur le terrain ou avec les différentes directions pour embarquer ce binôme-là. Le socle de pensée, donc voilà, pour le restituer, sobriété, efficacité aérolique, filtration, c'est clairement ce triptyque-là qui permet de construire cette stratégie efficace pour concilier les deux. Donc, on insiste, et vous le verrez tout au long de cette publication également sur ce graphique que j'ai pu vous avancer. Et puis enfin, si on va plus loin, alors bon, on se permet de la présence de la DGPR, mais pas que, mais c'est de faire des recommandations. On les a fait un petit peu ensemble pour qu'on vous adresse ces différentes réglementations, ces différentes idées, recommandations qu'on pourrait faire. En un, vous l'avez compris, c'est de continuer à aller dans la réduction des polluants à la source. Alors, il y a déjà un système d'étiquetage sur les émissions dans l'air intérieur qui existe pour les peintures, pour les sols. Mais l'idée, c'est d'aller le généraliser aux produits, aux équipements qui sont à l'intérieur du bâtiment, que ce soit les produits de nettoyage. Oui, il y a des systèmes, il y a des étiquettes écolabels qui existent. Et on a vu dans nos partenaires, beaucoup des partenaires avaient l'écolabel pour les produits d'entretien et de nettoyage, mais pour autant, on peut aller plus loin au niveau de la réglementation là-dessus. Sur le mobilier d'aménagement, ça s'est vu. Sur les fournitures scolaires, que ce soit peinture, colle, etc., on a vu des pics, et Cécile en a parlé à certains moments de COV liés à l'utilisation de cette pratique de fourniture scolaire, à des moments très réguliers dans la semaine. Donc, il faut qu'on aille plus loin pour réduire les polluants à la source. C'est pas nouveau. Je crois que ça existe du Grenelle de 2009. Pour autant, il faut qu'on remette cette énergie et embarquer toutes les parties prenantes pour que ces différents équipements puissent vraiment émettre moins de COVT notamment pour aider effectivement à réduire ces polluants à la source.
Le deuxième point, c'est la mesure du progrès qui arrive, comme vous l'avez compris, par l'équipement, par l'obligation que de venir suivre la QAI en continu. On l'a mis dans le hub, c'est clairement un acte fondateur pour venir faire ce parcours de progrès, apprendre sur quels sont clairement les seuils atteints, comment est-ce que je peux m'améliorer, embarquer toutes les parties prenantes. C'est clairement équiper les bâtiments. Alors, on vous a fait cette recommandation, hein. On se disait que c'était une recommandation qui permettait d'aller vite, puisqu'il y a des bâtiments tertiaires qui, à partir de 2025, doivent s'équiper de systèmes de pilotage, hein, de GTB, ça c'est le décret BACS qui le dit, et donc voilà, de rendre cette obligation d'un suivi en continu de l'accueil avec ces microcapteurs pour ces bâtiments-là assujettis au BACS, avec de la lecture directe pour embarquer les occupants, comme vous l'avez compris. C'est clairement l'humain qui est à mettre au cœur de ce passage à l'action dans cette stratégie d'aération. Et les capteurs permettent de leur donner cette lecture directe, permettent de leur donner cette vision et ce parcours de progrès, de voir clairement l'impact des changements de comportement. Alors après, on a fait cette recommandation avec un échantillon de locaux témoins, c'est ce qu'on a pu mettre en place dans le hub, mais ça pourrait être discuté, bien entendu, hein, mais de faire un capteur pour 1000 m² par exemple, voilà, ça fait 2, 3, 4, 5 capteurs si besoin pour les écoles, ça en fait un peu plus pour les collèges, mais pareil pour le tertiaire privé, de se dire un ratio d'un capteur pour 1000 m², rien ne vous empêche d'aller faire tourner ces capteurs-là en fonction des différents locaux pour embarquer tout le monde, avec un coût de la mesure, avec ce ratio-là qui nous apparaît mesuré, si je peux le dire ainsi, inférieur à 1 € du mètre carré par an. Très souvent, ces capteurs viennent avec une supervision pour voir les résultats. On l'a vu avec Swad ou avec Olivier, hein, notamment. Donc, clairement, c'est un acte fondateur pour aller partir sur ce parcours de progrès. Le troisième point, c'est de caractériser les objectifs de bonne qualité d'air intérieur. Cécile nous l'a montré, on est parti avec les partenaires sur ces seuils-là, issus de toute la littérature qui peut exister avec beaucoup de choses, notamment avec le HCSP, mais il y a d'autres littératures également. Bref, c'est composés parapluie, se focaliser sur des composés qui sont simples, que tout le monde peut comprendre, qui sont facilement mesurables et qui permettent dans la durée. Alors, on parle d'1 mois, on parle de 2 mois, nous on l'a fait sur 1 an, hein, cette mesure-là, mais on n'est pas en train de dire qu'il faut la systématiser sur 1 an, mais un minimal la faire dans la durée pour voir le parcours de progrès avec ces 3 composés parapluies, dioxyde de carbone, lié à pour faire le lien avec l'occupation, comme l'a dit Cécile, les COVT liés aux produits intérieurs principalement, et les PM qui arrivent de l'extérieur avec des particules fines principalement. Voilà pour les 3 composés parapluies. Parapluie qui arrive un petit peu de ce qu'on peut voir en biodiversité, hein, à partir du moment où on se concentre sur ces 3 composés-là et dans la durée, ça présage d'une bonne qualité d'air intérieur. Voilà les 3 grandes recommandations qu'on peut adresser tous ensemble. Écoutez, ça permet de clôturer un petit peu ce qu'on a pu voir pendant 24 mois. Alors, juste avant que Cédric intervienne, Cédric Lantillon du CEREMA pour les mots de conclusion, si on a encore quelques minutes, on peut peut-être se permettre de prendre quelques questions. Alors, Cédric, je te vois. Est-ce que tu as encore quelques minutes pour nous? Parfait. Allez, on va se permettre d'ouvrir la fenêtre de discussion. J'essaie de répondre à quelques questions en direct. Il y en a beaucoup. Moi aussi, est-ce qu'il y en a des nouvelles qui permettent… Alors, comment maîtrisez-vous les COVT pendant les premiers mois de vie d'une construction neuve? Quel compromis avec une ventilation efficace? Vous avez raison. Alors, je commence et puis Cécile, tu complètes si besoin. Nous, on l'a vu, on avait quelques bâtiments qui étaient très récents et pour lesquels ils avaient déployé une première démarche de commissionnement aérolique, donc de s'assurer que les débits étaient au bon endroit, encore une fois. Et donc, ensuite, lorsqu'on vient réceptionner les travaux, il y a une sorte de phase de flash-out qui permet effectivement pendant quelques semaines, 1, 2 semaines, 3 semaines, que de mettre en ventilation mécanique le bâtiment avant même que les occupants soient arrivés
pour s'assurer d'évacuer aussi les derniers polluants, notamment ceux qui arrivent on va dire des équipements à l'intérieur, sachant qu'on a pu le voir aussi, il y a une phase de stabilisation qui est nécessaire pour le mobilier d'aménagement qui du coup réémet quelques polluants. On a besoin de quelques mois là pour que ça se stabilise. C'est ça, Cécile? Oui, alors en fait, ça va vraiment dépendre du mobilier, effectivement, mais malgré tout, dans les bâtiments les plus récents, effectivement, on observe quand même des émissions de composés organiques volatiles qui restent plus élevées, même après 2 années, enfin, en tout cas sur le panel, 2 années de vie du bâtiment. Donc, il faut rester vigilant sur le mobilier récent et garder ce réflexe d'aération ponctuelle pour évacuer le plus possible ces composés organiques volatiles jusqu'à ce qu'on arrive quelque part à un fonctionnement en continu et donc une émission beaucoup plus basse et qui sera plus représentative sur du long terme, en fait, les émissions long terme du bâtiment. Ça va vraiment dépendre effectivement du mobilier, ça va dépendre même des matériaux que vous allez mettre au mur. Il n'y a pas vraiment de grandes règles de dire voilà, on sait qu'au bout de 3 semaines, c'est bon, les émissions sont terminées. Ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que l'on choisit. Donc, ça me permet également peut-être de répondre à une autre question qui est donc sur l'évolution technologique des méthodes de construction et de rénovation, dont certains se disent de respecter les normes d'émissions de COV. Est-ce qu'il y a un réel impact sur les émissions qualité de l'air intérieur? Eh bien oui, je fais écho, en tout cas cette question me fait penser à l'étiquetage sanitaire qui est mis en place depuis le 1er janvier 2013 sur les matériaux de construction et de décoration. Alors pas encore sur le mobilier, mais en tout cas sur les matériaux de construction et de décoration. Donc par exemple tout ce qui est peinture, tout ce qui est par exemple plaques de plâtre, etc. Eh bien oui, on a pu observer en fait une diminution des émissions de composés organiques volatiles. Et si on prend certaines catégories en fait de matériaux avaient au départ un étiquetage qui n'était pas forcément très bon, notamment, je prends l'exemple un peu phare des panneaux OSB, et avec un étiquetage général qui n'était pas terrible, ça a amené les fabricants à améliorer en fait leur processus de fabrication au regard des émissions sur la qualité de l'air intérieur. Et in fine, aujourd'hui, sur le marché, ils proposent des panneaux OSB qui sont beaucoup moins émissifs que ceux qu'on pouvait retrouver dans les bâtiments il y a 25 ans. Certains de ces panneaux qui ont été montés il y a 25-30 ans émettent toujours, et on en voit vraiment l'impact. Aujourd'hui, les panneaux OSB émettent en moyenne globalement moins. Donc oui, il y a quand même une amélioration liée en tout cas à cet étiquetage sanitaire et à ces vérifications. Donc, ça reste effectivement des points intéressants et voilà, c'est différent du marketing autour du potentiel captage de polluants. C'est deux choses différentes. Merci Cécile pour autant de précision. Allez, je me permets de prendre une dernière question, c'est de Gaëtan Brispierre. Est-ce qu'il y a eu une mesure des consos en énergie en parallèle de celle de la QAI pour l'impact des stratégies d'amélioration QAI? Alors oui, je vous confirme, il y a eu les mesures, les participants nous ont remonté les données de consommation. Systématiquement, on a pu voir qu'il y avait des économies d'énergie sur toute la saison de chauffe, mais liées aussi à l'actualité du plan de sobriété dont je vous ai parlé. Donc, clairement, les sites étaient dans cette dynamique de sobriété. Lorsqu'on a fait ces scénarios d'amélioration de la qualité de l'air intérieur, notamment dans les protocoles d'aération, on les a fait sur des temps de 2 semaines. Voilà, on l'a vu avec des résultats, 3 semaines. Et donc, on avait un temps plus court que la maille du mensuel. Mais malgré bien sûr, ces scénarios de protocole renforcés, ils étaient sur les mêmes niveaux de performance que la moyenne nationale, voire plus performant au niveau énergie, petit 1. Et 2, on a couplé ça avec des calculs pour montrer que aérer plus fréquemment et non pas plus longtemps, effectivement, il n'y a pas l'impact sur la consommation énergétique auquel on présage. Et donc, voilà, plus fréquemment ne veut pas dire plus longtemps, petit 1. Et 2, ça permet aussi de déshumidifier l'air et donc un air plus sec et plus facile à chauffer. Donc, je vous confirme qu'on a fait ces analyses-là en parallèle énergie de la QAI.
Écoutez, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais voilà, on les prend. On se permettra de toute façon d'envoyer également la présentation en parallèle pour pouvoir compléter nos réponses. Un grand merci, moi, à tous les intervenants. Je pense que vous avez cette lecture-là très simplifiée de savoir d'où on part sur la QAI, où est-ce qu'on doit aller, quels sont les objectifs de QAI, comment les monitorer. Et puis, ça me permet de laisser la parole, du coup, à Cédric pour les quelques mots de conclusion. Cédric Lantillot, qui est le directeur adjoint du département bâtiment durable du CEREMA. Et comme vous l'avez compris, le CEREMA était plus qu'une courroie de transmission, a été très sollicité dans le cadre de ce hub vis-à-vis de la qualité d'air intérieur. Donc, un grand merci à vous aussi. Cédric, je te laisse la parole. Oui. Alors, bonjour. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de faire la conclusion de ce programme Hub Air et Énergie parce qu'il témoigne des dynamismes entre différents partenaires et surtout d'apporter une réponse à des problématiques croisées. On a souvent tendance en fait à traiter les problématiques les unes derrière les autres. Et là, dans ce Hub Air Énergie, on a travaillé justement avec toute une série de partenaires pour essayer d'apporter des réponses concrètes sur ces deux grands défis, le défi de la sobriété énergétique et le défi de la qualité d'air intérieur. Je remercie également, bien sûr, nos partenaires et nos financeurs, hein, le ministère représenté par la DGPR et puis l'ADEME, sans quoi, justement, ce type d'initiative ne peut pas être mise en place. Et puis, bien sûr, c'est la particularité de nos actions au sein du CEREMA et également avec l'IFPEB, c'est travailler avec des partenaires, que ce soit des partenaires collectivités que je remercie pour l'implication dans ce projet-là, mais aussi des partenaires privés qui ont également joué le jeu et ce qui nous permet d'avoir voilà, une quinzaine de retours d'expérience très concrets à travers des actions qui ont été menées et de l'instrumentation. Comme l'a rappelé Cécile, hein, les objectifs de ce projet, c'était comprendre, analyser, agir et changer. Comprendre et analyser, vous avez eu des supports de présentation aujourd'hui. Moi, ce que j'ai retenu, c'est l'identification de 3 grands indicateurs qui ont été partagés et testés en situation très concrète. Et puis des messages clés à travers, bien sûr, la suppression des sources d'émissions en ce qui concerne la qualité d'air intérieur. La question de dire, c'est pas parce que vous avez une ventilation que vous êtes sûr que vous aurez une bonne qualité d'air intérieur. Et donc, vérifier de manière un peu systématique si elle est fonctionnelle. Et puis, de toute manière, même si vous avez des dispositifs de ventilation, on sait que par type d'usage, à certains moments, on a des pics de pollution qu'il faut gérer par une aération. J'ai bien aimé aussi les messages sur le mètre cube par heure dont on a besoin, qui a été rappelé tout à l'heure, le mètre cube par heure juste, au bon moment, et puis dans des situations critiques, il est fort probable qu'on soit obligé de passer par des dispositifs de filtration qu'on n'a pas encore étudié pour l'instant, mais qui peut aussi donner des suites, bien sûr, à ces travaux-là. Sur les actions et les témoignages donc, de la ville de Lille et de la ville de Paris et également de l'ADEME, j'ai retenu le fait qu'il fallait quand même, pour savoir où est-ce qu'on était et où est-ce qu'on souhaitait aller, et ben, mettre en place de l'instrumentation. Et donc, voilà, je remercie aussi l'engagement des collectivités de s'être investies aussi dans ce dispositif de mesure. On a pris conscience collectivement que c'est pas parce qu'on faisait des mesures qu'on allait avoir des résultats et qu'il fallait embarquer toute une série d'acteurs. Et donc, ça allait, et j'ai vraiment apprécié ce témoignage, de dire il y a aussi la question des achats très concrets, des achats courants, de fournitures, de produits d'entretien, qui doivent être aussi impliqués dans justement ce défi de qualité d'air intérieur. Et puis, dans le courant, on a vu aussi que il fallait suivre l'exploitation parce qu'on pouvait également avoir des dérives.
ou être très concret aussi sur la question de l'aération, le fait de se dire un grand message de recommandation, ouvrez les fenêtres, mais si la configuration du bâtiment ne permet pas d'ouvrir les fenêtres en sécurité, on voit que les messages ne passeront pas. Donc voilà, merci pour tous ces témoignages très concrets. J'ai également identifié quelques pistes pour le futur qu'a évoqué par exemple l'ADEME sur la question des interactions quand on livre des bâtiments en plateau nu et donc l'impact finalement des aménagements intérieurs ou des configurations intérieures qui peuvent avoir un impact sur la conception globale des systèmes de ventilation. Et puis des messages aussi de la ville de Paris qui étaient fréquemment mais pas longtemps par exemple, où ce que j'ai retenu aussi c'était simple mais pas simpliste. Voilà, des messages qui ont été traduits très concrètement et expérimentés par justement ce que j'appelle, nous on a l'habitude de travailler avec des collectivités qu'on appelle un peu les démonstrateurs, c'est ceux qui veulent avancer avec nous, qui testent des choses. Et surtout, ce que j'ai aimé aussi, c'est le passage acteur à ambassadeur. Parce que nos partenaires et les collectivités, tous ceux qui ont participé à cet atelier-là, vont être aussi, puisqu'ils se sont engagés aussi dans ce hub et ils ont commencé à le faire à travers ce partage dans ce webinaire, des futurs ambassadeurs. Et puis, voilà, ils vont être vraisemblablement sollicités pour savoir comment ça s'est passé. Sur les suites à donner, bien sûr, il y aura la publication qui va apparaître. J'ai vu quelques ambitions sur la dimension sociologique qui a été évoquée par la ville de Lille. Je rajouterai également la question de l'adaptation qui va aussi sur notamment les établissements scolaires, qui va avoir un lien assez fort aussi avec tous les phénomènes d'aération. L'implication des usagers, j'ai identifié également le sujet du data. Voilà, c'est pas le tout de faire des mesures, mais comment on va l'analyser, comment on va le conserver, comment on va l'exploiter. Et puis un message aussi sur la partie maîtrise d'œuvre et bureau d'études. Voilà, est-ce qu'ils sont suffisamment outillés pour construire justement des solutions qui répondent à la fois au sujet énergétique? Là, ils sont bien outillés. Par contre, sur le sujet de la qualité d'air intérieur, voilà, il faut peut-être qu'on travaille encore sur ces outils-là. Donc, encore un grand merci à tous les contributeurs, tous les acteurs qui ont participé à ce Hub Air Énergie, l'IFPEB, tous les acteurs du CEREMA qui ont participé. Et puis, bien sûr, voilà, l'ADEME, le ministère, et puis les collectivités, donc la ville de Lille, Meudon, région Grand Est, Essonne, Pas-de-Calais, Paris, et puis nos acteurs, bien sûr, privés, BNP, j'ai noté Bouygues, Enhoud, EDF, voilà. Donc voilà, tous ces personnes qui nous permettent… Ouais. Toutes ces personnes en fait qui nous permettent de franchir des limites, et c'est vraiment notre objectif au sein du CEREMA, c'est d'accompagner justement les gestionnaires de parcs immobiliers pour voilà, défricher des sujets, avancer, proposer des méthodes et après les rediffuser. Voilà, je vous donne rendez-vous parce que on était conscient avec l'IFPEB que de travailler sur cette Hub Air Énergie, c'était pas une fin, c'était un début de quelque chose. Et donc, on prévoit de construire des choses peut-être à plus grande échelle pour embarquer encore plus de personnes sur ces sujets-là. Et puis, très concrètement, donc la publication qui va arriver. Et puis, pour ceux qui seront la semaine prochaine sur Batimat, on sera présent dans le hall 1. Donc, venez nous voir avec plaisir. On pourra poursuivre ces échanges. Encore merci à tous. Merci beaucoup, Cédric. Et je rebondis sur ta dernière remarque. Merci à toi pour l'ouverture. Nous serons au salon Batimat à 11h le 3 octobre dans le salon Interclément. Voilà, si vous voulez vous y retrouver. Donc, sujet plus que jamais d'actualité, QAI et énergie. Merci à vous d'ailleurs, vous êtes restés très nombreux. Merci Cédric, tu as tout dit. Je vous dis à très vite.
On vous dit à très vite. Et merci à Jean-Benoît et à toute l'équipe pour la gestion du temps et du webinaire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.